Bonjour à tous, vous êtes sur G d'interview. Et aujourd'hui, j'accueille Enzo Cavalier, l'auteur, illustrateur, chef de projet, tous les titres, producteur exécutif, bref, la personne derrière Polescar, le jeu d'expédition. Salut à tous! Déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais juste te présenter en quelques mots? Comme tu l'as dit, Enzo Cavalier, auteur et illustrateur pour Polescar, le jeu d'expédition, c'est mon premier jeu. Et moi, à la base, je suis géographe, chercheur de formation. Je pense que c'est, c'est assez... J'aime bien le dire parce que ça transparaît beaucoup dans le jeu que j'ai voulu créer. Et voilà, je suis jeune papa, j'ai 28 ans. Est-ce que tu te rappelles le premier jeu de rôle auquel tu as joué? Et est-ce que c'était une bonne partie? C'était une partie assez mémorable. J'ai commencé le jeu de rôle en 2012 pendant mes études à Montpellier. J'étais membre d'une troupe de théâtre d'impro qui faisait des représentations en appartement. J'étais un peu lassé de faire rire les gens sur des blagues jetables, ce que je qualifie moi de blagues jetables. Parce que voilà, l'impro, en fait, quand on fait trop, bah, ça devient plus de l'impro et ça me plaisait plus. Et mon capitaine, le capitaine de ma troupe de théâtre m'a dit viens demain, on se réunit pour faire du jeu de rôle. Donc j'en avais entendu vite fait parler, mais vraiment pas trop. Enfin, j'avais un livre de jeu de rôle chez moi quand j'étais petit, mais je savais pas trop à quoi ça correspondait. On a créé le personnage en rentrant d'une impro dans les rues de Montpellier à 3 heures du matin. Et le lendemain, j'ai joué 14 heures d'affilée. Ça a été, je crois, ma plus grosse partie de jeu de rôle de toute ma vie. Je suis ressorti, je tremblais, je me souviens, il y avait ma mère qui venait, je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche et j'étais obligé de lui raconter la nuit que j'avais vécue parce que, enfin la nuit, 14 heures c'est plus que nuit, mais voilà. Et ça a été assez mémorable, c'était sur le jeu de rôle Oltré, jeu de rôle français très, Notre ami le avec Goomf. beaucoup de narration partagée en fait, je pense que c'est ça qui m'a marqué et dont je me suis beaucoup inspiré, hein. C'est vrai que c'est marrant, du coup, ton premier jeu de rôle soit également un jeu d'exploration, un des rares qui existent. Ouais, je trouve que pour moi, c'est l'essence même de l'aventure et de l'appel à l'imaginaire, c'est explorer, soit explorer des territoires vierges, soit aller au-devant de communautés qu'on ne connaît pas, sur lesquelles on a beaucoup de préjugés, etc. Et dans Oltré, en tout cas, notre vision de Oltré, c'était ça, quoi. Donc dans Oltré, on joue des patrouilleurs qui devront pacifier ou plutôt ouais, fédérer une région. Et il y a un système de narration partagée où les joueurs vont, vont, vont être, vont vraiment créer leur région au fil des parties, quoi. Et c'était vraiment l'idée, quoi. C'était, ok, se confronter à l'autre, essayer de comprendre les aspirations, les tenants et les aboutissants, les enjeux de chaque communauté. Et je pense que ça, en 2012, ça a semé la graine de Polescar déjà. Est-ce qu'il y a des jeux auxquels, enfin des jeux qui t'ont vraiment marqué, pas peut-être Oltré, mais auxquels tu as joué un nombre d'heures complètement inavouable? Non, parce que en fait, je suis auteur de jeux de rôle, mais j'ai pas énormément. Je suis pas un vieux rôliste. Déjà, bon, j'ai commencé tard et je suis pas encore très âgé, donc j'ai pas un nombre d'heures au compteur énorme. Mais j'ai beaucoup joué à Oltré. Je pense que on a dû jouer 3 ans en campagne et ça a été ma plus grosse expérience du jeu de rôle au long cours. Après, moi, les jeux que j'ai et que je masterise, enfin que j'aime bien masteriser régulièrement, c'est Tell from the Loop. J'adore l'ambiance de Tell from the Loop, donc un côté un peu Stranger Things, mais très technologique. Ça, je m'épanouis beaucoup là-dedans. Et puis, sinon, je suis assez friand de la licence Free League, de la maison d'édition Free League qui est en France adapté par Aka Games. Et du coup, que ce soit Alien, Tale from the Loop, Symbaroum ou récemment Coriolis, c'est quatre jeux de rôle que j'affectionne particulièrement. Et sinon, après, j'aime beaucoup le système Fate ou le jeu de rôle gratuit Quest. Je ne sais pas si tu connais ou si vous connaissez dans le chat.
mais c'est un jeu de rôle qui propose énormément de choses, notamment adapté pour les enfants. Moi, j'aime bien jouer avec des enfants, mais j'ai pas vraiment un jeu où j'ai passé des milliers d'heures, quoi. Du coup, toi, t'es plutôt un joueur de one-shot ou un joueur de campagne? Complètement un joueur de one-shot. Et c'est pas pour rien que Polska est un jeu à one-shot. Un peu comme Alien d'ailleurs. J'aime beaucoup dans Alien le système qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils proposent vraiment dans le jeu de rôle Alien, il y a deux jeux. Enfin, il y a deux jeux. C'est un jeu qui se découpe en deux formats. Le format qu'ils appellent cinéma et le format campagne. Le format campagne, c'est le format classique et le format cinéma, c'est vraiment tu crées des personnages pré-tirés qui, fidèles à la licence Alien, bah, vont potentiellement mourir à la fin du scénario. Et du coup, tout est fait pour que ton personnage soit jetable. Et donc, du coup, tu le joues à fond parce que tu ne le joueras qu'une partie. Et ça, j'aime beaucoup parce que quand tu as une vie d'humain bien remplie, tu peux pas forcément, moi par exemple, un petit enfant, tu peux pas forcément t'investir dans une longue campagne qui demande des heures et des heures de préparation de scénario entre deux sessions, etc. Donc j'adore les one-shots et je trouve qu'avec des one-shots, on peut faire énormément de choses parce qu'on peut travailler plein de thématiques et plein d'ambiances différentes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait en sorte que Polescar soit un jeu à one shot. Je trouve qu'en termes de rythme, de narration, pour éviter que les joueurs s'essoufflent, que le meneur de jeu aussi s'essouffle, parce que en campagne, il va rester tout le temps dans la même ambiance, et du coup, il va pas forcément savoir comment se renouveler si les joueurs sont pas proactifs dans les éléments qu'il lui propose. Au moins, en one shot, voilà, il a une idée. Quand tu as une idée et que tu sais un peu improviser, une idée, ça te fait 3 à 4 heures de jeu, largement suffisant pour faire une soirée, quoi. Du coup, on en parlait un petit peu. Est-ce que tu préfères les personnages pré-tirés ou du coup, il y a déjà l'histoire qui est toute faite ou tu préfères créer tes personnages? Ouais, ouais, bah j'aime bien. Moi, j'adore quand des joueurs créent leur personnage. Là, j'ai monté pas mal de collaborations, pré-financement participatif, d'actual play qui vont sortir pendant le financement. Du coup, je trouve ça toujours génial de faire une session zéro avec le groupe de la chaîne Twitch, de la chaîne YouTube, pour leur donner l'occasion de créer leur compagnie, leur personnage dans Polescar. Parce qu'en fait, ces gens, je les connais pas, je vais passer 4 à 6 heures avec eux, je vais les faire jouer, il faut que je les connaisse, et c'est le meilleur moyen de les connaître parce que dans les choix qu'ils vont faire dans leur personnage, dans le type d'historique qu'ils vont créer après, je trouve que la personne, tu la connais pas forcément, elle t'envoie 10 lignes sur son personnage. Ça te donne déjà beaucoup d'informations sur qui elle est, comment elle joue au jeu de rôle, ce qu'elle attend aussi d'un scénario de jeu de rôle, si elle est plutôt interaction sociale, enquête, énigme, action, combat. Et, euh, et du coup, j'adore, enfin pour moi, le propre du jeu de rôle, c'est que le meneur euh, écrit les grandes lignes de l'histoire, les joueurs écrivent les héros de cette histoire, et ensemble on joue pour inventer l'histoire avec le grand H, quoi. Et du coup, je trouve qu'on perd un peu cette saveur avec les pré-tirés. Les pré-tirés, c'est très utile en convention ou pour faire des initiations au jeu de rôle. Là, tu vois, par exemple, samedi, je vais masteriser Polescar à 4 enfants qui ont 8 ans, parce que on en parlera peut-être plus tard, mais dans le financement participatif, il y aura une adaptation de Polescar pour les enfants. Et du coup, je vais le tester encore ce week-end. Et ça, c'est une petite exclue pour notre interview. Et du coup bah voilà, les pré-tirés se prêtent énormément à ce genre de partie, parce que un enfant, il faut capter son attention pendant 45 minutes, une heure et demie max. Et du coup, t'as pas le temps de faire un personnage, de lui expliquer des règles, etc., quoi. Donc les pré-tirés, oui, mais dans certaines conditions. Après, je disais ça surtout quand, ben, notamment sur Alien, le pré-tiré a quand même son avantage vu que généralement ils vont également avoir leur quête personnelle, enfin, tous leurs petits secrets que qu'on peut pas forcément inventer sur le tas si on n'a pas le scénario sous la main. Ouais, 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 c'est clair. C'est clair que les jeux à secret sont particulièrement propices aux personnages pré-tirés.
Voilà. Après, dans des jeux, enfin, exemple Polescar, mais il y en a plein d'autres, dans des jeux qui se focalisent plus sur les personnages plutôt que sur l'histoire qui pourrait être jouée par n'importe quel personnage, euh, je préfère partir des personnages. Polescar, c'est un peu une ambiance de western, tu vois, donc l'environnement, il est là pour poser un cadre, mais l'histoire qu'on va jouer, c'est ton histoire, c'est parce que tu as voulu aller acheter une boîte de crayons pour une boîte de crayons de couleur pour ta fille, et ça, rien que ça demande une expédition parce qu'il faut aller machin, et ben en fait, tu pars du personnage, et après, tu drapes tout un décor dessus, donc je trouve ça beaucoup plus intéressant. Puis pour le joueur, c'est tellement plus immersif quand tu lui dis, et là, au détour de la rue, tu vois un mec se mettre à courir. Tout le monde dit, ah ok, bon, c'est un mec qui court. Et tu dis au joueur, non mais en fait, toi, ce gars, en fait, t'étais dans le même orphelinat que lui. Et, ah putain, ouais, ok, bon, bah je lui cours après. Mais les autres, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ouais, je m'en fous, je vous expliquerai. Et il se casse, quoi, tu vois. C'est plus immersif. Est-ce que tu préfères maîtriser ou jouer? Je me suis installé il n'y a pas longtemps là où j'habite, là dans la Drôme, et du coup, avec l'idée de faire vraiment tester Polescar de manière intensive, du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'initiation au jeu de rôle. J'ai un peu initié les gens qui ensuite ont constitué mon groupe de playtesters. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup masterisé ces 2 dernières années. J'ai même quasiment exclusivement fait ça. Et quand je masterisais pas, je jouais à Polescar quand c'était des courageux qui voulaient tester le truc pour que je passe de l'autre côté du paravent et que je sois joueur. J'adore être joueur, mais dans les faits, la plupart du temps, je suis meneur de jeu. Donc pour une question 100% réaliste, donc si tu souffrais d'une terrible malédiction ne te permettant de jouer plus qu'à un seul jeu de rôle et qui ne serait pas un des tiens, lequel ce serait? Je dirais Fate, parce que le système Fate, c'est pas vraiment un jeu de rôle, mais avec ça, tu peux faire ce que tu veux. Mais sinon, j'aime bien Quest. Franchement, c'est un jeu de rôle gratuit et téléchargeable sur Internet facilement. Et ça te permet énormément de choses, énormément d'histoires. Avec Fate, j'ai déjà fait du médiéval fantastique, du cyberpunk, un peu du futuriste à la Star Trek. Pour moi, c'est un système de jeu et avec comment dire, des classes de personnages assez versatiles. Du coup, ouais, je pense Quest, ce serait cool, ouais. Bah, du coup, ça peut peut-être être la même réponse, mais ben, quel jeu tu conseillerais pour s'initier au jeu de rôle, pour découvrir un peu cet univers, et encore une fois, qui ne serait pas un des tiens? Et je dirais Tell from the Loop. Tu vois, histoire de changer, ouais, je dirais Tell from the Loop parce que en fait, on a tous vu, je sais pas moi, Scooby-Doo. Enfin, quelle que soit notre génération, on a tous vu, lu quelque chose, une BD, un film dont les héros sont des enfants qui vivent des aventures un peu en parallèle de leur vie scolaire, etc. Enfin, que ce soit Titeuf, Kid Paddle, Cédric, dans une ambiance très réaliste ou bah, forcément Stranger Things, les Goonies, le Club des Cinq, voilà. En fait, euh, jouer des enfants qui réparent Code Lyoko, enfin je pense, voilà, moi c'est beaucoup Code Lyoko qui m'a inspiré dans Telle forme de Loop. Euh, Quelle que soit ta génération, jouer des gamins qui vivent des aventures en dehors du monde réel, qui réparent des conneries des adultes, tout le monde a cette référence-là. Et du coup, le système de création de personnages dans Tell From the Loop, franchement, il se tient en 25 minutes. Tu as créé ton personnage, donc tu n'as pas besoin de faire une session zéro avant. Tu crées les personnages et immédiatement tu joues, donc ça c'est super jouissif en fait quand tu prévois une vraie session d'initiation. Et quand même, tu as assez de saveur pour, si les gens veulent pas simplement faire un one-shot, bah, les personnages, malgré que ce soit des enfants de 10 ans, ils sont assez touffus pour que tu te lasses pas à les jouer pendant une, deux, trois, quatre, cinq parties. Donc franchement, Tell From the Loop, ça utilise des D6. euh, c'est assez simple, hein. Eh bien, je vais te demander quelle est la meilleure et unique meilleure chose à propos du jeu de rôle. Le pouvoir de l'imagination collective, je dirais. C'est que quand tu lis un livre,
et que l'auteur te décrit une caverne remplie de trolls et de trésors, tu vas, à propos des lignes, te faire une image mentale de l'environnement, des personnages, de l'ambiance, etc. Et quelqu'un d'autre lirait le même passage, les trolls, la quantité de trésors, la caverne, tout serait complètement différent, mais pourtant ils vivraient la même scène en fait. Et je trouve que dans le jeu de rôle, cette notion-là d'imagination collective, elle est fois 1000 parce que t'es proactif en fait. C'est-à-dire que le meneur de jeu ou le joueur, parce que quand il y a de la narration partagée, c'est le joueur qui va décrire l'environnement, les personnages, etc. Il y a une description qui est faite et autour de la table, si tout le monde respecte le temps de parole, écoute la personne qui parle, etc., tout le monde va imaginer le même lieu et va interagir dans ce lieu-là. Et je trouve que ça, c'est pour moi la plus grande force du jeu de rôle. Au-delà du côté ludique de lancer des dés, au-delà d'interpréter un personnage dans plein d'univers différents, c'est cette notion-là, quoi, de quelqu'un décrit un truc et tout le monde voit la même chose et tout le monde vit une aventure là-dedans. Et en fait, cette scène, elle est très éphémère parce que tu quittes la pièce, les joueurs, le meneur de jeu, il s'en rappelle vaguement comme d'un souvenir, mais tu vois ce côté très fractal où tu vas, un peu comme dans un jeu vidéo, où tu vas, plus t'avances, plus, comme dans les vieux jeux vidéo, où plus t'avances, plus le panorama devant toi se génère, mais le panorama derrière toi, il s'oublie en fait, il s'efface. Voilà, ça je trouve que c'est quand même assez magique, quoi. Et je trouve que le plus magique, c'est quand un joueur ou une joueuse un petit peu sceptique au format de dire ouais, je vais rester assis sur une chaise, tu vas me décrire des trucs, je vais lancer les dés, bof. La première fois que tu lui décris une scène, en général une scène avec un enjeu, et qu'elle est là, ah ouais, ok, et ben je me lève, je prends mon arc, je vais le voir le gars, et toi, moi j'adore ce moment-là. Le moment où la personne, elle a ouvert la porte, elle a regardé le monde qu'il y avait derrière et elle a dit, ok, ça a l'air cool, vas-y, j'y vais. Et elle se fait happer. Et ça, c'est assez jouissif. C'est pour ça que j'aime bien faire beaucoup d'initiations, quoi. Je me lasse pas de l'initiation pour voir cet éclat. Quand il n'y a pas l'éclat, bon, bah tant pis, mais quand il y est, c'est vraiment cool, quoi. Je t'ai quand même invité pour parler de Polescar, donc il serait peut-être temps qu'on s'y mette. Est-ce que tu peux nous présenter le jeu tout simplement en quelques lignes? Bien sûr. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un point projet et un point univers, ambiance juste après. Polescar, le jeu d'expédition, c'est un univers que j'ai inventé quand j'avais 14 ans, donc il y a 14 ans, pour un concours de nouvelles Larousse. J'avais vraiment posé les bases à ce moment-là. Après, j'ai eu ma vie d'humain, les études, le travail, etc. Et en fait, il y a un peu moins de 6 ans, j'ai recommencé à écrire dessus en reprenant le concept initial et en le maturant, parce que bah, moi aussi, en fait, j'avais gagné en maturité. Ça a donné Polescar plus ou moins tel qu'il est aujourd'hui. Et ça fait maintenant 2 ans que je travaille pas à temps complet, mais vraiment énormément sur le jeu, sur le système, sur la rédaction du livre, sur toute la phase de playtest et d'équilibrage qui me permettent aujourd'hui, enfin, à la veille du financement participatif, de proposer quelque chose qui est entièrement fini. En fait, on est plus de l'ordre de la précommande participative. Tout est prêt à envoyer en production. Je me sentais pas de proposer en financement un projet pas abouti avec le risque de me faire dépasser et que les gens attendent beaucoup de temps avant de jouer à ce à quoi ils ont pledgé, quoi. Donc voilà, un beau bébé, ce jeu. Et sinon, Polescar, le jeu d'expédition, c'est tout simplement c'est un jeu de rôle avec un narrateur, meneur de jeu et des joueurs. Les joueurs vont créer leur compagnie. C'est un jeu de rôle extrêmement coopératif. Il y a un fort esprit de coopération, un fort esprit d'équipe entre les joueurs. Les personnages ne peuvent pas survivre seuls
dans l'univers de Polescar. Pas parce qu'il est forcément dark, mais parce que la réalité de l'environnement est difficile et quand tu montes une expédition, bah, quand tu grimpes au sommet de l'Everest, tu grimpes jamais seul. Et du coup, c'est un peu cette idée-là. Donc, les joueurs vont créer leur compagnie. Cette compagnie, ça va être leur société d'exploration, leur entreprise avec laquelle ils vont partir en expédition. Ça va définir leur cadre de jeu en choisissant leur secteur d'activité, les ambitions de leur compagnie, en créant leur véhicule, etc. Donc, ils créent vraiment un cadre de jeu commun. Et ensuite, ils vont créer les personnages. Et ça leur permet de créer des personnages qui sont polyvalents et qui sont euh, ouais, qui sont vraiment compétents les uns par rapport aux autres dans cette compagnie. Et ensuite, ensemble, ils vont monter des expéditions qui seront proposées par le narrateur. Et lui, le narrateur, en parallèle, il va créer un cadre de jeu, lui aussi, lié aux joueurs, donc avec un comptoir marchand, une région, un petit peu à la Holtré, on en parlait tout à l'heure. C'est que dans Polescar, il y a un monde qui est décrit, mais moi, ce que je propose aux meneurs de jeu, c'est de jouer dans les vides, dans les endroits qui ne sont pas encore cartographiés, pour qu'il fasse sa propre géographie, sa propre géopolitique, et qu'il l'adapte aussi à son niveau, en fait. Un meneur de jeu débutant, il crée un petit village, une ou deux factions et ça suffit à jouer. Un meneur de jeu expérimenté, il va créer un truc en mode Tatooine avec plein de factions, etc. L'idée, c'est très bac à sable, très évolutif comme jeu. Et Polescar, c'est quoi? En fait, c'est le monde dans lequel se passe l'histoire. C'est un monde qui a subi, en gros, un cataclysme géologique il y a des milliers d'années. Le monde s'est fragmenté, il s'est disloqué en contrées et îlots qui dérivent désormais dans le vaste enfin dans le vide, pardon. Et du coup, l'humanité qui était déjà présente au moment de ce cataclysme, elle s'est enfouie sous terre. Elle y a un peu survécu en mode homme des cavernes, tribalisme très fort pendant des millénaires. Et là, on joue un peu moins de 1000 ans après que l'humanité soit remontée à la surface. Et au fur et à mesure que les différentes branches de l'humanité sont remontées à la surface, ça a donné différentes souches du genre Homo, différentes branches du genre Homo, qui sont les peuples que je propose d'incarner dans Polska. Donc, pas de nains, pas d'elfes, pas de magie d'ailleurs. C'est un jeu qui est très physique dans sa. Très, très, très géophysique en fait dans son approche de l'univers, des mystères, etc. Et du coup, on va jouer des humains ou des branches qui ont énormément divergé de l'Homo sapiens. On peut voir là, par exemple, sur le kakémono, un ciselé, donc c'est une branche du genre Homo qui est ressortie très tôt à la surface, à un moment où il faisait extrêmement froid. Ils se sont fait pulvériser par les blizzards et ils ont donné, enfin leur métabolisme a changé pour devenir un Homo cryos complètement adapté au froid, couvert de cryokitine, etc. Donc on joue quand même pas que des humains au sens Homo sapiens, mais, euh, mais les histoires, ça va être des histoires à- d'hommes, quoi. Voilà, et donc du coup, le propos du jeu, c'est un jeu d'expédition. Je le vends comme ça parce que c'est un jeu à one shot en fait. Chaque partie, chaque session de jeu va être une expédition. Les joueurs vont monter leur expédition, partir du comptoir marchand, vivre des aventures et potentiellement, si ça se passe bien, à la fin du scénario, revenir au comptoir marchand. Et l'idée, c'est que une campagne dans Polescar, c'est une succession d'expéditions reliées entre elles par un fil rouge, un peu à la manière d'une série policière télévisée où c'est toujours les mêmes personnages, chaque épisode c'est une enquête, et puis quand même au fil des saisons, bah, les liens entre les personnages évoluent quoi. Ça c'est l'idée. Et voilà. Du coup, je pense qu'on va creuser un petit peu sur les personnages. Donc, effectivement, on incarne différents types d'humains. Au niveau des... Alors, si je me rappelle bien ce que tu m'avais dit la première fois qu'on s'était croisés, un personnage est basiquement défini par le peuple dont il est issu.
ses croyances et son métier, Ouais, on va dire, c'est pour ça. les En grandes fait, lignes. ouais, exactement. Dans Polescar, quand tu crées ton engagé, tu définis, en fait, ton engagé, il est défini sur un triptyque qui est le peuple. Donc là, le peuple dans Polescar, le livre de base, il y a 5 peuples jouables, 4 branches du genre Homo et un petite créature étrange, voilà. Euh, on pourra développer plus tard si tu veux, mais voilà, donc tu choisis ton peuple. Ensuite, tu choisis ta voie. La voie, c'est le mode de vie que tu as choisi. Il y en a trois, pour faire très simple, c'est abrité, exposé et aéros. L'abrité, c'est celui qui a grandi dans les grandes cités labyrinthiques, enfouies sous terre ou protégées derrière des éperons, machin. L'exposé, c'est tout simplement le nomade, le caravanier, ou celui qui a choisi de vivre au grand air, l'équivalent de notre Inuit ou de notre Touareg, par exemple. Et l'aéros, c'est tout simplement l'équivalent de notre marin. C'est celui qui part dans le stratos à bord de bateaux volants. Soit il a choisi de vivre toujours sur des bateaux volants ou sur des îles dérivantes, soit vraiment comme un marin, il va faire 6 mois dans le stratos et 3 mois dans une cité, ce genre de choses. Donc ton personnage, après, donc tu définis son peuple, sa voix, et ensuite sa carrière. Polescar propose 10 carrières, qui c'est vraiment ton cœur de compétence, et ça va de ferrailleur, pilote, protecteur, mâchard, donc marchand artisan. Voilà, plein de carrières qui sont quand même utiles dans le monde de l'expédition. C'est-à-dire que dans Polescar, tu vas pas jouer enfin, tu peux jouer une petite mamie, mais c'est une petite mamie qui fait des expéditions depuis déjà 10-15 ans parce qu'elle est médicaée et que c'est la meilleure pour rafistoler ses compagnons. Mais tu vas pas jouer quand même un citoyen lambda. Tu joues pas des héros, mais tu joues Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que tu joues des ouvriers chevronnés, des travailleurs expérimentés et qui ont tout simplement des compétences qui sont un peu hors normes, quoi, qui sont héritées d'une longue carrière, tout simplement. T'en parlais un petit peu plus tôt, t'as une grosse mise en avant de la notion de groupe. Ben, comment tu l'as traduite? Comment t'as essayé de la faire ressortir? De deux manières. En amont du jeu et pendant le jeu. En amont du jeu, il y a vraiment cette notion de compagnie. Les joueurs vont créer leur compagnie, choisir leur secteur d'activité. Donc il y en a quatre. Il y a l'exploration, l'escorte slash le combat, la récupération et le convoi. Ça va vraiment définir le genre d'aventure que tu as envie de vivre. Et ça va déjà orienter les joueurs sur quel type de carrière, quel type d'engagé ils vont faire. Admettons que les joueurs disent, OK, nous, ce qui nous fait kiffer dans Polescar, c'est d'aller chasser l'aérochalot, la baleine volante. On veut monter une entreprise, une compagnie de récupération. Et ben, il faut qu'il y ait, ce serait cool qu'il y ait un pilote pour piloter l'aéronef, un trappeur bah, pour harponner la baleine et la dépecer, euh, un mâchard pour pouvoir vendre la graisse, la viande une fois qu'on revient au comptoir, et peut-être un médicae pour nous soigner parce que l'aérochalot, c'est dangereux, quoi. Et du coup, là, du concept, on va chasser la baleine volante, et ben, découle de manière assez naturelle toutes les carrières que les joueurs vont choisir. Donc là-dessus, déjà, il y a une vraie notion de groupe, d'unité. Polescar est très inspiré, je m'en cache pas du tout, de la Horde du Contrevent, autant un peu dans l'ambiance de l'univers que dans cette ambiance de groupe. Et pour ceux qui ont lu La Horde du Contrevent, soit le roman d'Alain Damasio, soit l'adaptation en BD de Eric Enino, il y a vraiment cette notion de polyvalence, quoi. Chacun est présent dans le groupe, il a sa place, parce qu'à un moment, il va être utile dans la survie vitale du groupe. Et c'est un peu l'idée dans Polska. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est via les mécaniques, puisque le joueur contre joueur est pas du tout encouragé. C'est très très coopératif. C'est très feel good hein, dans le groupe. Même si je l'ai vu en convention, quand il y a des gens qui se connaissent pas, ou au contraire quand il y a des gens qui se connaissent et qui ramènent leurs petites aigreurs
de leur partie dans la convention, ça se tire un peu dans les pattes, mais en fait, c'est directement sanctionné par Polescar parce qu'en fait, si tu tires dans les pattes de tes compagnons, bah en fait, suffit que tes compagnons ils disent OK, bah écoute, on va te laisser tout seul. Tu peux pas, enfin, t'es vite mis dans t'es vite dans la merde, quoi. Donc voilà. Et donc dans les mécaniques de jeu, c'est très coopératif. Euh, pour parler très brièvement du système, donc le système D, c'est le système du jeu qui a été créé vraiment pour Polescar, pour coller à l'identité, à l'ambiance d'expédition, l'ambiance d'un monde low-tech où tu ne jettes rien, tu ne fais que réparer pour pouvoir réutiliser ton véhicule, tes outils, etc. Brièvement, quand tu fais une action dans Polescar, tu vas lancer un certain nombre de dés à 6 faces. Tu vas associer un aspect secondaire et une compétence. Déjà là, ça apporte énormément de narration partagée parce que en choisissant l'aspect secondaire, tu vas vraiment mettre en avant l'héritage de connaissances ou de compétences de ton personnage. Et tu vas lancer les dés pour essayer de faire un double, un triple, un full, un quadruple ou un quintuple de dés identiques. Et en fait, ce que je me suis aperçu au fil de 2 ans et demi de parties test et de conventions, c'est que il n'y a pas beaucoup de jet de dés dans Polska, mais quand il y en a un, tous les joueurs autour de la table sont focalisés sur les dés, le résultat. Ça fait vraiment partie intégrante du jeu parce que c'est pas que ça coupe la narration, c'est que ça fait partie intégrante de ce qui est en train de se passer. Parce qu'un joueur qui veut escalader une paroi, bah, il va faire son jet de dés et puis il va devoir choisir si son jet de dés lui convient pas. Il va avoir toute une mécanique de relance. Dans Polescar, c'est pas difficile de réussir une action, mais ça coûte toujours des ressources. Ça va être soit de la détermination, donc son courage, soit des outils qu'il a dans son sac à dos, des piolets, des cordes, ce genre de choses, soit ses compagnons qui vont l'aider. Et cette notion de compagnon, c'est les autres joueurs qui vont pouvoir lancer les mêmes dés que lui donner un dé pour compléter son combo. Ça fait que souvent, moi, j'essaie pour fluidifier la narration de dire, ok, bon ben, toi, tu fais ton jet d'escalade. Pendant ce temps, les autres, vous faites ta ta ta. Et en fait, j'arrête ma narration parce que les autres joueurs sont là. Ouais, ouais, ok, attends, parce que je suis en train de voir si je peux pas lui lancer un piolet pour l'aider ou si je peux pas l'encourager en lui disant, vas-y, sur ta droite, machin. Et en fait, ça crée vraiment un noyau humain, quoi, tout le monde est focalisé sur la réussite de l'action d'un des personnages, parce que souvent, c'est des actions qui sont euh, déterminantes dans la réussite de l'expédition et donc pour le groupe, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est très fort. Et voilà, après, il y a la narration partagée, mais on pourra en parler un peu plus tard. Bon, c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de la mécanique autour des personnages, de l'histoire autour des personnages. Comment, à l'inverse, tu as présenté, géré le monde, donc la mécanique d'exploration en elle-même? Donc dans Polescar, quand tu joues en one shot, le meneur de jeu, il va créer un petit scénario, etc. Quand tu dans un environnement qu'il maîtrise, assez linéaire au sens très cinématographique, quoi. Polescar est un jeu assez cinématographique, même dans les mécaniques de réussite ou d'échec critique, etc. Euh, quand tu joues au long cours, ou en tout cas plus qu'une expédition, je dirais, parce que pour moi, ça m'arrive des fois de créer un petit comptoir, une petite région, ne serait-ce que pour 2 ou 3 expéditions. Et le meneur de jeu, lui, il va créer une région avec beaucoup de vide, forcément. Et la mécanique d'expédition, la mécanique d'exploration, elle passe essentiellement par le voyage. Euh, Moi, j'ai beaucoup joué à des jeux de rôle qui, euh, comment dire, des jeux de rôle d'aventure, médiéval fantastique ou de science-fiction, des jeux de rôle où les joueurs, les personnages vont au-devant d'un environnement qu'ils ne connaissent pas. Et souvent, ça passe par des phases de voyage. Et le manque que je trouvais et que j'ai essayé de combler dans Polescar, c'était cette notion de voyage.
il y a un proverbe très connu qui dit c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et je trouve que dans la plupart des jeux de rôle, bah, souvent on dit ok, vous devez vous rendre à telle cité qui a 3 semaines de calèche. Ellipse, 3 semaines de calèche plus tard, vous avez mal au dos et vous arrivez à la cité machin et là vous rencontrez tel PNJ machin. Et en fait, je trouve ça trop dommage parce que bah, un voyage en calèche pendant 3 mois ou 3 semaines au milieu des grandes forêts dans un monde médiéval fantastique, mais c'est déjà une aventure d'une vie. La plupart des gens s'éloignaient pas de 3 kilomètres de leur clocher, quoi. Et ça, c'est passé en ellipse. Et j'ai vraiment voulu mettre l'accent là-dessus, essayer de réparer un peu cette carence dans Polescar en proposant des vraies mécaniques de voyage. Et du coup, ça me permet d'introduire la principale mécanique de narration partagée, c'est ce qu'on appelle les imprévus. Un meneur de jeu, quand j'écris un scénario pour Polescar, il tient sur un post-it à peu près. Bon, c'est facile, c'est mon univers. Ok, mais en gros, tu vas écrire ton expédition. Bon, les engagés doivent livrer telle marchandise à tel endroit. Petit twist, en fait, la marchandise, ils croient que c'est ça, mais en fait, c'est ça. Voilà. Et ou alors sur place, le commanditaire, c'est pas celui qui pensait que ce sera. Enfin voilà, tu fais un petit twist, machin. Et en fait, ton expédition, elle est pas franche, elle a pas franchement pour but d'être plus détaillée que ça. Elle peut bien évidemment l'être, mais ce qui va faire tout le sel du jeu, c'est ce qui va se passer du point A au point B. C'est le voyage. Et en fait, le voyage, il va vraiment être amené par les joueurs. Quand tu fais un voyage dans Polescar, il n'y a pas d'ellipse. En fonction de si c'est un voyage rapide, un voyage long ou un voyage interminable, tu vas générer un certain nombre d'imprévus. Et ces imprévus, c'est tout simple. Le meneur de jeu, il va lancer un des 6 pour savoir de son côté, ou il peut décider, hein, mais pour savoir de son côté si c'est une rencontre, un obstacle ou un lieu singulier, un lieu particulier à explorer. Donc ça va donner un peu la thématique de l'imprévu. Et le joueur, qui se sent âme à devenir narrateur pendant un petit moment, il va générer ce qu'on appelle la gravité de l'imprévu. Il va lancer 2, 3 ou 4 D6 en fonction de la dangerosité du lieu, et ça va définir si c'est un imprévu très positif, neutre ou très catastrophique, en gros, selon une petite grille. Et ça, le meneur de jeu va lui dire, ok, ben là vous évoluez actuellement, vous survolez un désert fragmenté, il y a pas mal de blocs de glace qui dérivent dans le vide, qui viennent percuter votre carlingue. Voilà, il pose un petit décorum, quoi. Et il va lui dire, ok, maintenant l'imprévu qu'on va vivre, c'est une rencontre. Le joueur lance les dés et c'est un danger imminent, par exemple, ce qu'il a fait beaucoup sur son score. En fait, c'est deux bandes noires apparaissent en haut et en bas de l'écran et c'est le joueur qui prend la main sur la narration. Et là, en fait, le joueur, il est libre de décrire ce qu'il veut, quelque chose qui n'a pas été du tout prévu par le meneur de jeu. Et du coup, là, Polescar est un jeu bac à sable parce que, ah tiens, moi, il y a une scène dans une BD que j'ai lue récemment, que j'ai envie de vivre. Je la prends, je l'adapte à Polescar. Ah, putain, il y a 2 mois, j'ai vu un film. À un moment, il y avait une scène trop stylée. J'aimerais bien la vivre en jeu de rôle. Pam, je la prends, je la bidouille, je l'adapte dans le monde de Polescar. Et on vit ça tous ensemble. Ce qui fait que le meneur de jeu, il n'a pas à se prendre la tête à putain, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je sois original, voilà. Et en plus de ça, il y a un moment, il y a même plusieurs moments dans une soirée, enfin dans une partie de Polescar, où le meneur de jeu, il est comme ça et il écoute. Il prend le rôle du joueur qui est là au coin du feu, qui écoute l'histoire. Il est surpris ou alors il est en mode putain, ok, il est en train de décrire une créature. Bon, je vais aller regarder dans le livre de règles quel profil je peux prendre pour adapter ou quoi. Et ça, c'est la principale mécanique de narration partagée. Les voyages, c'est les joueurs qui les font. Et souvent, je me suis rendu compte, déjà, les joueurs, ils ont des idées super fraîches, super originales. Et deuxièmement, quand il s'agit de se mettre dans la merde, les joueurs, c'est les meilleurs pour ça. Ils sont en général assez intransigeants avec eux-mêmes parce que le danger, c'est l'aventure. Et du coup, souvent, ils se mettent dans la merde parce qu'ils ont envie de s'en dépatouiller après, quoi. Voilà, donc ça, c'est la principale mécanique qui fait de Polescar un jeu
d'expédition, d'exploration, de voyage. J'ai un petit peu le sentiment que dans tous les cas, dans ton groupe, il y a une notion de on a un véhicule et ce véhicule est important presque comme si c'était un personnage à part entière. Ouais, c'est très vrai. Que le véhicule, c'est Moi, j'aime bien dire que le véhicule, c'est le cinquième personnage. C'est vraiment un membre à part entière de la compagnie, tout simplement parce que, enfin, c'est un membre. Oui, c'est un membre de la compagnie parce que le véhicule, il a sa propre personnalité, un peu comme le Faucon Millenium dans Star Wars, par exemple. Le Faucon Millenium, il a une personnalité qui est complètement ancrée avec le background de Chewbacca, de Han Solo, etc. C'est une légende à part entière. Là, dans Polestar, on joue pas des héros, donc votre véhicule, il peut être extrêmement connu, hein, comme le Hollandais volant, le Black Pearl ou quoi. On peut imaginer un véhicule de cette renommée-là, si les personnages ont une compagnie qui est relativement connue, hein, c'est possible. Mais c'est surtout au sein du groupe, le véhicule, c'est votre maison. En fait, c'est votre maison roulante ou volante, en fonction de si vous choisissez plutôt un gros chenillet, un véhicule terrestre à chenilles, ou si vous choisissez un aéronef, donc un bateau volant. Et ce véhicule, il est complètement customisable. C'est-à-dire au moment de la création de personnage, vous allez choisir un peu un châssis, quoi, la coque de votre véhicule. Et après, tout ce que vous allez mettre dedans, c'est vous qui allez le définir via des modules. Ce qui fait que deux compagnies pourraient avoir un aéronef, mais une compagnie de convoi pourrait avoir des cabines privées s'ils veulent escorter des VIP ou des soutes particulièrement blindées s'ils veulent transporter des marchandises, alors qu'une compagnie d'aérochasse, elle va plutôt avoir des nasses de dérive pour pêcher des poissons, des harpons de traque pour pouvoir chasser l'aérochalot, ce genre de choses. Et du coup, tous ces petits modules vont complètement customiser le véhicule pour qu'il soit, comme les personnages, un membre à part entière et polyvalent de la compagnie, quoi. Et t'es pas obligé, quand tu crées une compagnie, de choisir un véhicule. Ça fait partie, c'est une ligne parmi tous les biens et capitaux que tu peux choisir de prendre à la création. Maintenant, en 2 ans et demi de playtest, j'ai pas créé une seule compagnie qui n'a pas choisi un véhicule parce que c'est cool d'avoir son véhicule et l'univers de Polestar, il est tellement immense. Il faut imaginer en fait que quand le monde s'est fragmenté, le monde il était recouvert d'océans et de continents émergés comme nous. Le monde s'est fragmenté, du coup tous les océans sont tombés dans le vide, ce qui a créé des gigantesques déserts de sable et de sel un peu à la Mad Max, qu'on appelle le Vaste. Et ça porte bien son nom puisque les, les distances sont infinies. Il n'y a pas de système métrique ou kilométrique dans Polestar, on parle en horizon un peu comme on le faisait au temps de la préhistoire, via comment dire, des reliefs ou des éléments de paysage singuliers qui permettent de s'orienter. Les cartes sont faites comme ça, au rocher percé tourné à droite, mais le rocher percé, il est à 6 jours de voyage et tu le vois à l'horizon, quoi. Donc cette notion d'immensité, elle est complètement liée à la notion de véhicule, quoi. Alors, t'as une patte graphique assez particulière, unique, j'ai envie de dire. Ben, d'où elle t'est venue, vu que bah, c'est aussi toi qui t'en occupes. Elle m'est venue de l'obligation de dessiner en fait. Il y a 2 ans, j'avais écrit euh, tout le livre en fait, tout l'univers, etc. euh, les règles, voilà. Et en fait, je travaille sur Adobe Illustrator, élément complètement technique, hein, mais je ne travaille, je déteste Word, OpenOffice, tous ces logiciels de traitement de texte pas du tout optimisés. Du coup, je travaille sur Illustrator et dans Illustrator, un texte, ça fonctionne comme une image. C'est un polygone dans lequel tu mets du texte. Et du coup, la maquette, quand j'ai commencé à écrire Polescar, la maquette, c'était
plein de feuilles avec du texte, etc., déjà mis en page pour une maquette. Et du coup, ça a été assez facile, comme Illustrator, c'est un logiciel de dessin, c'était assez facile pour moi de commencer à mettre des pictogrammes, des logos de compagnie. Voilà, donc j'ai commencé comme ça en me disant, je ne sais pas dessiner. En fait, il y a 2 ans et demi, je ne savais pas dessiner et je me suis dit, bon, bah vas-y, commence par des logos, hein. L'emblème d'une compagnie, elle en dit déjà beaucoup sur son design, sur ses couleurs, etc. Donc j'ai commencé comme ça et puis j'ai j'ai commencé à discuter avec des illustrateurs, à essayer un peu de démarcher des illustrateurs qui pouvaient être intéressés. Et en fait, je me suis confronté à leur grille de tarifs et juste énorme, en fait, qui est justifié hein, par leur travail. Moi, je vois le temps que me prend une illustration. Et encore, comme tu l'as dit, je suis dans une patte assez simple. Donc, ça prend pas beaucoup de temps de faire une illustration dans Polescar. Mais en fait, j'étais dans l'incapacité de me payer un illustrateur. Je me suis dit, bah, t'as pas d'argent, t'as du temps, fais-le toi-même. J'ai dit ça un nombre de fois assez incalculable dans Polescar. Pour le site internet, je me suis dit, bah vas-y, ça coûte trop cher, fais-le toi. Au final, j'en suis content. Mais voilà, du coup, je me suis mis à dessiner un petit peu. D'abord sur, euh, d'abord sur comme ça, en format comme tout le monde, quoi, en format papier, crayon, voilà, pendant les siestes de mon petit garçon. Et puis petit à petit, j'ai repris en fait mes dessins sur Illustrator, parce que je trouvais pas du tout intuitif la tablette de dessiner comme ça, là. Attends, comment je dessine? Ah ouais, ok. Donc je l'ai fait sur Illustrator à la souris. Et du coup, ça donne cette patte très. Certains disent cartoon, d'autres disent très simpliste. Ouais, voilà. Au final, c'est une pâte qui me plaît. C'est une pâte qui est très simple. Les couleurs, elles sont assez pastel. Il y a très peu de détails, mais ce qui laisse aussi beaucoup de. Par exemple, pour les personnages, il y a beaucoup de paysages en fait dans Polescar parce que, bah, comme j'ai dit au début, je suis géographe. Donc, j'ai beaucoup appris dans mes études à dessiner des paysages. Sauf que c'était des croquis scientifiques un peu dégueux. Donc là, c'est quand même plus joli. Mais géographiquement, il y a beaucoup de paysages. Et du coup, je voulais des personnages qui s'intègrent dans ces paysages, qui soient des personnages très colorés parce que le monde est très terne. Et du coup, des personnages qui soient assez simples dans leurs traits pour que la même illustration puisse coller à plein de personnalités différentes. Chaque fois que je fais un personnage, je me dis, bon bah voilà, j'essaie de le faire assez neutre pour que ce personnage, dans mon improvisation, ou dans l'improvisation qu'un meneur de jeu fera de Polescar, il puisse l'utiliser comme un antagoniste, comme un protagoniste, comme un pré-tiré potentiellement. D'ailleurs, quelles sont les grosses influences que tu as tirées de ton métier, de ta formation on les sent quand même bien présentes dans ton univers. La principale compétence que j'ai recyclée de mon expérience de géographe-chercheur, c'est, je pense, ma capacité à mener un projet de A à Z, une méthodologie de travail qui lutte contre la procrastination, etc. Mais sinon, pour Paul Huskar, c'est, je dirais, la nécessité de créer un monde géographiquement et géologiquement cohérent. Polescar, c'est un monde éclaté, donc c'est un planétoïde, mais c'est tout en 3 dimensions. En fait, avec ton aéronef, tu peux très bien décider de dériver sous les continents, passer au-dessus. Quand tu es sur une contrée, tu vois au-dessus de ta tête dériver des îles, des blocs de glace, etc. Donc c'est assez, c'est en 3D. Pour moi, c'est un tremplin à l'imaginaire. Parce que dans Polescar, tu es dans un bateau, il y a des baleines, mais ton bateau et les baleines, elles volent. Donc juste ce twist-là, dans l'esprit, ça te permet d'imaginer plein de choses. Mais par contre, c'était indispensable pour moi que bah, ce soit géographiquement cohérent et que les peuples qui ont colonisé, qui ont redécouvert le Polescar quand ils sont montés à la surface et qui ont colonisé le Polescar, l'ont fait un peu dans la même logique que nous,
mais adapté au monde. Donc, ils ont découvert très tardivement le bateau volant. Donc, il y a eu une migration des peuples sur les côtes. Donc, il y a beaucoup de villages littoraux, ce genre de choses. Le cycle de l'eau, le cycle des saisons dans Polescar, c'est pas le même que le nôtre, mais il est cohérent, c'est-à-dire que comment fonctionne le cycle de l'eau avec l'évaporation, le stockage dans les nuages, puis les précipitations. Dans un monde éclaté où il n'y a pas d'océan, par exemple, ben, je me suis posé toutes ces questions-là pour que, même si je pense aucun meneur de jeu n'exploitera ces éléments-là, c'est pas grave. En fait, c'est même pas forcément détaillé dans le bouquin, un petit peu quand même les cycles des saisons et tout, mais l'idée c'était de dire, moi je pars de ça, c'est une base, et ensuite je vais créer dessus une géographie avec des villes, etc., une géopolitique avec des peuples, parce que, enfin, quand on étudie la géographie, on comprend de manière absolue que notre histoire avec un grand H, elle est telle qu'elle est, parce que le relief, les ressources sont à tel endroit, la rivière est à tel endroit, donc il y avait un seul pont, donc la bataille connue, elle est là parce qu'il a fallu traverser le pont, machin. Et c'était vraiment l'idée, c'était de partir du monde et ensuite de détailler toute une civilisation, quoi. Donc ça, je pense, la géographie, ça m'a beaucoup aidé. Et moi, je suis spécialisé dans les risques naturels. Et dans Polescar, dans une expédition, il y a des blizzards, il y a des avalanches, il y a des écroulements rocheux, il y a des inondations. Donc, en fait, c'est ma formation de géographe qui transpire de ça, quoi. Est-ce que le jeu a une volonté ou une notion d'écologie ou c'est juste que ça parle beaucoup de nature, vu qu'il y a cet aspect de recyclage que tu as mis en avant également? Ouais, d'écologie, je pense que les peuples du Polescar sont trop occupés à survivre et à développer leur civilisation pour se préoccuper vraiment de l'écologie telle que nous on la conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire à grands coups de greenwashing, etc. Il n'y a pas cette écologie-là, cette conscience écologique, mais il y a une conscience écologique qui est beaucoup plus, pour moi, fondamentale, c'est celle des peuples premiers, des peuples racines. Euh, les peuples du Polescar sont... Pour moi, Polescar, c'est un peu un hommage à tous ces peuples-là qui vivent encore aujourd'hui complètement adaptés à leur environnement, en accord avec leur écosystème. La coalition dérivante, par exemple, elle s'inspire beaucoup des tribus polynésiennes, donc des communautés iléennes qui vivent en accord avec leur écosystème, qui pratiquent le vote au foulard, ce genre de choses. Les communautés résistantes, ben, elles s'inspirent beaucoup des Inuits ou des Touaregs ou des Samis. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le peuple Sami qui vit en Laponie, en Scandinavie. Et c'est des peuples qui, s'ils ont besoin de 3 poissons pour le soir, ils n'en pêcheront pas 4 parce que le quatrième, ils le pêcheront demain. Et cette notion-là, pour moi, c'est la notion primordiale de l'écologie qu'on a complètement oubliée dans nos sociétés euh, très high-tech, justement. Et du coup, dans Polescar, le fait que les ressources soient... Le monde est rude, les ressources sont extrêmement difficiles à exploiter. Sur le Polescar, il ne pousse rien. Euh, donc, on est vraiment sur comment dire, un écosystème proche de celui de la préhistoire, quoi. C'est-à-dire que, ok, tu tues un mammouth, le mammouth, il va te faire 2 semaines de bouffe, voire plus pour ta tribu, trop bien. Après, le mammouth, faut aller le tuer, quoi. Rien que ça, c'est balèze et ça nécessite souvent dans Polescar, une, deux, voire 3 compagnies d'aérochasse qui vont s'allier le temps d'une expédition pour aller buter un aérochalot ou quoi. Et c'est vraiment cette idée-là, quoi. Comme les ressources sont difficiles à extraire, on les utilise pas, on les gaspille pas. La ferraille notamment, ce genre de choses. Donc c'est très low-tech. On recycle beaucoup, ça casse, et ben tu répares. Et ça, c'est vraiment ancré dans le système de jeu, quoi. Donc pour moi, elle est là, la vraie écologie. Et après, il y a euh, dans Polescar, il y a 2 grandes thématiques. Il y a ce qu'on appelle le Cryos,
qui est un peu la personnification du vent, du froid et des tempêtes. Et ça, c'est la personnification de la nature avec un grand N. Et ça se rapproche plus de la place qu'a la nature dans The Revenant. Je sais pas si tu vois le film The Revenant avec DiCaprio et Tom Hardy là, ou de Dune de Denis Villeneuve en fait. Villeneuve ou Inarritu, donc Inarritu c'est le réalisateur de The Revenant. Ils ont tous les deux une manière d'intégrer la nature dans leur film qui fait de la nature le personnage principal. Et moi j'aime bien jouer là-dessus, c'est-à-dire que la nature, parfois ça va être le décor, parfois c'est les personnages qui vont être le décor et qui vont évoluer dans un environnement très hostile, mais dont ils vont devoir faire face. Et souvent, bah, les joueurs, ils vont devoir tantôt comprendre leur environnement, tantôt essayer d'y survivre. Et donc, voilà. Et j'aime bien jouer sur ce jeu, sur cette transparence-là. Donc, euh, donc oui, quand même, il y a beaucoup de notions d'écosystème, quoi. Donc, depuis combien de temps, en fait, tu travailles sur Polescar et à quel point le jeu a évolué, a changé depuis sa toute première version, ses prémices? Quand j'ai eu 14 ans, j'ai eu un peu la folle idée de participer à un concours de nouvelles Larousse, vraiment une affiche dans le bureau du CDI, tu sais, au collège. Et je me suis dit, ouais, vas-y, j'adore écrire des histoires, voilà. Et du coup, j'ai posé les bases de Polescar. C'était un homme qui marchait dans la neige et il se passait plein de trucs, quoi. Et en fait, c'était un homme qui marchait dans la neige et il voyait passer au-dessus de lui, flotter au-dessus de lui des îles. Donc là-dessus, l'univers de Polescar, il n'a pas tant changé. Mais en fait, il s'est bien sûr énormément étoffé, parce que déjà, bah, il a été rangé dans un dossier transporté d'ordinateur en ordinateur à coup de clé USB pendant presque 10 ans. Et 10 ans plus tard, quand j'ai découvert le jeu de rôle, que je me suis dit, en fait, t'adores écrire des histoires, écris un univers et fais-en un jeu de rôle, parce que je trouve ça beaucoup plus riche que d'écrire un roman où en fait l'histoire elle est écrite. Là, avec un seul bouquin, tu peux jouer des milliers d'histoires, et ça c'est trop cool. Euh, j'ai repris le concept de base, et j'ai développé tout un univers. Sauf que cet univers, quand je l'ai développé, il était très manichéen, quoi. Il y avait des gentils qui étaient très identifiés comme gentils, parce qu'ils défendaient les valeurs que je portais, et des méchants qui étaient très identifiés comme méchants parce que bah, ils portaient les valeurs d'une société potentiellement que je rejette. Alors je suis pas anarchiste, hein, mais aujourd'hui je trouve que notre société, elle a beaucoup de dérives, et il y a certains peuples du Polescar qui euh, nous ressemblent beaucoup et qui du coup ont une tendance à aller dans le tout progrès technique, dans l'expansionnisme, la récupération de ressources au détriment de tribus ou de peuples autochtones qui y vivent, enfin des choses que on sait très bien faire. Et voilà. Mais donc on a quand même ces aspects-là. De toute façon, en fait, on joue des humains dans Polescar. Donc euh, j'ai eu beau teinter au maximum toutes ces branches du genre homo et leur donner une ambiance très Polescar dans l'âme. Les ciselés, par exemple, sont plus du tout des humains, hein, comparé à nous. Mais globalement, on reste quand même sur des problématiques contemporaines, ce qui fait que du coup, c'est facile pour un meneur de jeu ou pour un joueur d'interpréter un personnage de la résistance qui va vivre en accord avec son environnement, qui va être issu d'une société, d'une tribu matriarcale ou pas, avec beaucoup de transmission orale, parce que tout ça, ça fait partie de notre imaginaire. Mais par contre, plus j'ai fait évoluer l'univers, plus en fait je me suis servi de mes expériences d'humain pour teinter l'univers de Polescar, soit comme on l'a dit précédemment via mes études de géographie, avec un environnement géographique très fort, soit
via des choses qui me sont arrivées dans ma vie, beaucoup plus personnelles et que j'ai décidé de mettre en avant parce que ça m'a touché. Et si ça m'a touché, bah, potentiellement, ça allait toucher d'autres personnes. Et le principal élément, la principale thématique de Polescar, les deux, on va dire, principales thématiques de Polescar que j'ai développées, c'est la survie face au froid. Tout simplement parce que, je peux le dire, hein, j'ai failli mourir de froid un jour en montagne. Et c'est une expérience que je ne souhaite à personne, mais qui est complètement, qui transforme complètement la manière de percevoir un environnement froid. J'étais en trek dans le Vercors, hein, donc j'étais dans une expédition avec un groupe d'amis. On s'est fait piéger par un blizzard, enfin pas un blizzard, mais l'équivalent. Donc je pense, ça m'a fortement poussé à, 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 à créer une entité Krios. Quand tu joues à Polescar, un meneur de jeu, il faut qu'il incarne le froid. Il va l'incarner soit par le vent, soit par toutes les formes climatiques liées au froid, soit par une cryophone. Il va vraiment jouer le froid. Et ça, j'adore. Parce que pour moi, c'est un peu un. Voilà, ça te prend au trip, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément de ma vie qui a beaucoup teinté Polescar, c'est le fait que je devienne papa. C'était pas du tout prévu, ça s'est pas passé comme prévu, voilà. Et globalement, dans Polescar, l'humanité a de plus en plus de mal à se reproduire. Elle connaît une stérilité grandissante, un peu à la manière du film Le Dernier Fils de l'Homme. Et du coup, ça fait une thématique, les enfants, l'enfance, les femmes enceintes, la nécessité de protéger chaque vie, etc. C'est vraiment un thème fondateur de l'univers de Polescar. Et ça, bah, j'ai écrit Polescar les 2 dernières années en étant papa à la maison, en gros. Et du coup, forcément que ça a beaucoup influencé l'univers. Alors, tu l'as dit, tu as pu jouer à Polescar avec d'autres MJ. Parce que du coup, tu as eu l'occasion de faire partager une première version de ton jeu à pas mal de monde. Est-ce que tu as eu déjà des premiers retours de ce côté-là? Est-ce que ça a fait évoluer la façon dont tu as fini d'écrire le jeu ou pas du tout? Ouais, beaucoup plus sur la partie système que sur la partie univers. L'univers était déjà bien posé au moment où je l'ai présenté aux gens. Sur la partie univers, les 2 ans et demi de playtest m'ont apporté des subtilités en fait dans l'univers. C'est-à-dire que quand un joueur, moi j'avais posé les grandes bases d'une faction ou d'une sous-faction. Par exemple, un joueur choisissait d'interpréter un personnage de la Résistance. Et dans la Résistance, il choisissait d'appartenir à la tribu des Yargis, par exemple, qui est une des 3 tribus de la Résistance que tu peux jouer. Et ben, finalement, dans le livre, il n'y a pas grand-chose sur les Yargis. Il y a 3 4 pages qui présentent un peu les personnalités connues, leur mode de vie, etc. Et du coup, le joueur qui a joué un Yargis pendant presque 1 an et demi, forcément, ça a été le premier Yargis de l'univers de Polescar. Et donc, du coup, il m'a apporté beaucoup au fil des séances sur leur mode de vie, vraiment, sur les subtilités de leur mysticisme, de leur rapport à l'environnement, etc. Et ça, forcément, ça a enrichi l'univers. Du coup, je faisais un rework à chaque fois de l'univers par rapport aux idées en fait que mes joueurs avaient eues. Un exemple tout bête, les Dainos. Donc les Dainos, c'est cette espèce de petit koala grenouille qui est le seul peuple qui ne fait pas partie du genre Homo et qui disent venir des étoiles. Sauf que pour un habitant du Polescar, les étoiles, c'est un concept abstrait puisque le monde est constamment emprisonné dans ce qu'on appelle la nébuleuse, une couche de débris, de poussière et de nuages qui voile complètement le Soleil. Donc les Dainos, visiblement, ne viennent pas du Polescar et ne peuvent pas parler, puisqu'ils ils parlent en onomatopée. Et donc une joueuse qui a joué un Dainos pendant plus de 2 ans, euh,
a inventé le concept de les Dainos, ils sécrètent une substance bioluminescente, ça c'était écrit dans leur lore. Et en fait, elle utilisait cette substance bioluminescente pour dessiner des symboles, soit dans l'air, soit sur son corps, soit sur des feuilles de papier ou quoi. Et elle les montrait aux joueurs, et enfin, elle les montrait aux autres personnages, et les autres personnages devaient comprendre. Et ça, c'est vraiment la principale feature de gameplay d'un Dainos que je propose en convention et qui plaît à 5 fois sur 5, enfin tout le temps ça plaît, c'est le principe de jouer un Dainos via un dessiner c'est gagné, un Pictionary quoi. Dès qu'un joueur il dessine et puis après il montre et les autres joueurs sont là, bateau, tête de mort, éclair. Ok, le bateau que t'as vu, c'est un méchant, c'est ça, ouais. Yeah. Et voilà, et ça marche beaucoup. Et ça a été complètement inventé par un joueur. Donc ça a beaucoup fait évoluer via du gameplay, forcément l'univers. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand j'ai commencé à jouer, à faire jouer Polescar à d'autres personnes, c'est plus sur le système, sur la simplification du système. Moi, je suis issu du Wargame à la base. Je suis un joueur de Warhammer, des licences de Game Workshop qui, je crois, te sont familières. Et du coup, les jeux de cette maison d'édition, les jeux de Game Workshop, c'est des jeux qui, dans les règles, ont ce qu'on appelle un wording assez particulier. C'est-à-dire que c'est pas, franchement, pour initier des gens un peu aux jeux de figurines, c'est pas facile, quoi. Quand quand quelqu'un qui découvre ce genre de jeu lit une phrase de règle, franchement, une fois sur deux, il ne comprend rien. Et l'autre fois, il comprend, mais mal. Et du coup, ça demande vraiment d'apprendre le vocabulaire et tout. Et moi, j'étais issu de ce milieu-là. Donc, j'ai eu ce défaut au début d'écrire les règles un peu comme ça. Et quand des meneurs de jeu ont essayé de comprendre en fait les règles de Polescar, ils m'ont dit on comprend, mais franchement, faut qu'on lise 3 fois, ça prend 2 fois plus de place que ça ne devrait, ça complexifie à outrance les règles. Donc ça, c'était au début il y a 2 ans et demi, quoi. Donc de montrer le jeu, de montrer les règles du jeu, ça m'a permis beaucoup de les simplifier et de me tourner vers des mécaniques beaucoup plus centrées sur la narration partagée. Parce qu'un exemple tout con, dans Polescar, les règles, elles tiennent en 8 pages. Le livre fait 320 pages et les règles tiennent en 8 pages. Euh, et il n'y a pas de système de combat. Parce que je voulais pas un jeu qui encourage le combat, donc il n'y a pas de système de combat. Les combats se résolvent de la même manière que voilà. Et courir en échappant à une avalanche, c'est une épreuve, au même titre que se battre à coups de pistolet contre une bande de pillards, c'est une épreuve aussi. Il n'y a pas de, il y a quelques petites mécaniques, mais c'est vraiment pas centré là-dessus. Alors qu'au début, c'était vraiment pas du tout le cas. Il y avait vraiment un système de combat à part entière, très compliqué et tout. Donc, de le montrer aux gens, on est plus allé vers la simplification du jeu, quoi. T'as beaucoup parlé de films, un petit peu de livres en termes d'influence pour le jeu. Je me posais la question, est-ce que tu as également eu des influences vidéoludiques avec tous les jeux justement de survie, les Don't Starve et autres? Pas du tout. J'ai joué à Don't Starve beaucoup quand j'étais étudiant. J'adore ce jeu, même si je trouve qu'il est un peu trop dur. Mais en termes d'influence, ouais, comme on a dit, littéraire, c'est la, la Horde du Contrevent. Film, ça va être bah, Le Dernier Fils de l'Homme, Mad Max, The Revenant, pour tout le côté un peu monde dur, survie, etc. Des survies très différentes, hein. Dans Le Dernier Fils de l'Homme, la survie, elle n'est pas du tout naturelle, elle est beaucoup plus sociétale. Euh, Côté animé ou dessin animé, c'est les deux œuvres euh, qui sont vraiment venues en adéquation avec la Horde du Contrevent. C'est Nausicaa de la Vallée des Vents et Le Château dans le ciel de Miyazaki, qui sont pour moi des œuvres que je re-regarde avec un peu Porco Rosso aussi pour le côté géopolitique. C'est des œuvres que je re-regarde régulièrement parce que c'est des tremplins à l'imaginaire. Je trouve qu'il arrive justement à lier
euh, des civilisations très modernes, mais dans un moderne très archaïque, hein, un moderne un peu low-tech, avec des thématiques très écologiques et mêler un petit peu de mysticisme, d'anciennes civilisations, etc. Et c'est vraiment les thèmes que j'adore et que je voulais développer dans Polescar. Donc ça, c'est quand même assez important comme influence. Et même dans les designs un peu des persos, hein. Enfin, à chaque fois que je re-regarde Nausicaa ou Le Château dans le ciel, je me dis, ouais, quand même, mon imaginaire, il est très influencé par ça, sur les chapkas, les bonnets, tout ça, quoi. Et sinon, en vidéo ludique, je suis pas du tout un joueur de jeux vidéo, parce que je passe trop de temps sur l'ordinateur pour en plus y passer pendant mes loisirs. Mais vidéo ludique, on pourrait citer The Long Dark, donc jeu de rôle de survie très atmosphérique, très solo, dans une ambiance froide. Donc ça colle plutôt pas mal. Frostpunk, dans le côté un peu steampunk, survie froid, post-apo glaciaire, ça colle aussi plutôt pas mal. Et après, il y a d'autres jeux qui m'ont pas mal inspiré, soit pour l'identité visuelle, soit pour un peu les mécaniques aussi de jeu. Mais moi, j'adore les jeux indés. Donc ça va être euh, des jeux peut-être pas trop connus des gens, mais un jeu que j'affectionne tout particulièrement, c'est Nowhere Prophet. Attends, comment il s'appelle? Prophet from Nowhere ou Nowhere Prophet, je sais plus. C'est un jeu de deck building, moi j'adore ça, où tu vas jouer un guide et sa caravane. Et sa caravane, c'est chaque membre de la caravane, c'est une carte. Et du coup, tu vas évoluer dans un environnement, dans un univers un peu à la Mad Max, où tu vas vivre des aventures de caravane. Et ça c'est quand même assez Polescar dans l'âme, quoi. Maintenant que tu es presque au bout de ton projet, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait écrire son jeu de rôle? Waouh, un conseil. euh, Alors, moi, je dirais déjà, il faudrait qu'il se pose une question. Est-ce que mon jeu de rôle, enfin, écrire un jeu de rôle, la plupart des rôlistes écrivent des jeux de rôle parce que quand tu discutes avec un rôliste, il va dans sa bibliothèque, sauf celui qui a la collectionnite, il va avoir un ou deux jeux de rôle qu'il affectionne tout particulièrement. Et après, la plupart du temps, il va proposer des jeux de rôle homebrew, quoi, des jeux de rôle maison. Donc déjà, je trouve que tous les rôlistes proposent des jeux de rôle ou s'inspirent d'un univers et développent tellement l'univers de base que ça devient leur propre univers. Donc, moi, je dirais qu'il faut déjà se poser une question, c'est la démarche. Est-ce que ton jeu de rôle, tu veux l'écrire pour tes potes ou est-ce que tu veux l'écrire pour des gens que tu ne connais pas? Que tu le vendes ou non d'ailleurs, hein, parce que tu peux écrire un jeu de rôle, l'écrire dans une démarche professionnelle et puis le mettre en open source sur DriveThru ou sur la scénariothèque ou ce genre de plateforme ou sur Itch.io, voilà. Tu peux le mettre en open source, mais si tu le proposes à des gens que tu ne connais pas, il faut un minimum que ce soit digeste, c'est-à-dire il faut que tu aies une vraie démarche d'explication, que il n'y ait pas de faute, ce genre de choses. Donc déjà, ça, c'est presque une démarche de professionnalisation. Et du coup, si tu choisis d'écrire un jeu de rôle pour le transmettre à des gens que tu ne connais pas, la question qui vient juste derrière, c'est est-ce que tu veux le commercialiser? Et moi, je sais que c'est une question que je me suis posée très tôt quand j'ai écrit Polescar. Je me suis dit, bah, si tu écris un jeu, donne-toi les moyens, en termes de temps, hein, surtout, hein, parce que c'est le temps qui va vraiment définir si ton projet se concrétise ou pas. Donc le temps que tu y passes. Donc l'absence de procrastination. C'est que du coup, vraiment d'avancer, de structurer ton projet, de dire, OK, bah, j'ai besoin de telle étape avant de faire telle étape, donc je la fais, je bloque pas, vas-y, j'avance, etc. Si tu crées un jeu de rôle avec l'idée de le publier, soit en auto-édition, plutôt le chemin que j'ai choisi, soit de le proposer à un éditeur, là, il faut que tu crées ton projet comme un projet pro, quoi.
avec tout ce que ça implique en termes de communication, d'identité. Du coup, il faut que tu fasses un peu une étude de marché, ce qu'on appelle le benchmarking, mais en fait, c'est un nom un peu vulgaire pour dire je vais voir ce qui se passe ailleurs, ce qui se fait ailleurs, pour proposer quelque chose qui est dans l'air du temps, mais qui a ses propres atouts pour pouvoir sortir du lot. Et ça, ça va forcément orienter ton jeu et il faut être là-dedans, quoi. Pour moi, c'est ça, quoi. Et vraiment ne pas procrastiner, quoi. J'ai des copains qui ont des super idées, mais ils procrastinent trop. Et je trouve ça dommage, mais en fait, c'est pas grave. C'est juste qu'ils ont fait le choix de dire, je fais un jeu de rôle que je ferai jouer à mes potes. J'y passe énormément d'heures, mais je procrastine trop. Du coup, c'est un jeu de rôle qui a un potentiel de ouf, mais il sortira jamais, quoi. Mais c'est un choix, et c'est pas forcément grave. Pour toi, quelle a été l'étape la plus compliquée? Je vais pas dire l'équilibrage, tout simplement parce que Polestar n'est pas un jeu très équilibré. Alors attention, ça peut faire peur à des rôlistes de jeux de rôle extrêmement équilibrés comme Donjons et Dragons, Star Wars, etc. En fait, Polestar n'est pas très équilibré parce qu'il n'a pas besoin de l'être. Le système est très simple. La jauge de difficulté, elle est très très simple. Ça, on l'a équilibré, on a fait des statistiques dessus. Ce système de tu lances un certain nombre de D6 et tu dois faire un double, un triple, un full, un quadruple, et tu as des mécaniques pour relancer. Ça, cette courbe de difficulté, on l'a vraiment beaucoup testé statistiquement en partie, hein, voilà. Mais sinon, le reste du système, comme c'est très narratif, les prouesses et les complications, donc l'équivalent des réussites et des échecs critiques, de toute manière, c'est cinématique. Dans une cinématique, tu peux faire ce que tu veux. Le meilleur exemple que je donne, c'est cette scène connue où il y a dans Indiana Jones, là, dans un des vieux Indiana Jones, où il y a un espèce de sultan qui fait plein de gestes à l'épée en mode je vais te découper en 1000 morceaux. Et il y a Indiana Jones qui a pas le temps de perdre, il sort son pistolet, il lui tire une balle et il se casse, tu vois. Cette scène-là, pour moi, c'est une prouesse d'autorité en fait. C'est-à-dire que t'as trois pillards qui arrivent en face en mode avec des clés à molette, on va vous péter la gueule. Toi, tu fais un jet d'autorité ou tu fais un jet de tir, tu sors ton flingue et c'est à toi de décider. Tu tires, tu mets une balle dans la tête du chef des pillards, les autres ils sont là en mode et ils se barrent. Et c'est comme ça que tu as résolu le combat. Tu as tué dans l'œuf le combat. Ça, beaucoup de systèmes de jeu orientés sur des combats ne le permettraient pas. Dans Polescar, c'est cinématique, donc tu peux le faire et ça permet grandement de fluidifier aussi la narration. Donc ça, néanmoins, le système dans toute la création des mécaniques, dans le game design, en fait, c'est plus le game design puisque chaque carrière, en fait, ce qui m'a demandé le plus de temps, un an, je dirais, c'est le chapitre sur la création de personnages. Les 5 peuples, les 3 voix et les 10 carrières proposent une multiplicité de personnages. Et je voulais, étant donné que j'étais parti du background des peuples, je voulais des mécaniques de gameplay qui soient en accord avec ces peuples-là. Et que les peuples, les voix et les carrières soient 100% compatibles pour que tu puisses créer un nombre de personnages assez illimité. Et c'est vraiment là-dessus sur la recherche de bonnes manœuvres. Les manœuvres, c'est des capacités actives très cinématographiques. La recherche de vécu, l'appel à l'imaginaire pour qu'en fait ce soit des capacités que les joueurs aient envie d'exploiter en jeu, qu'ils créent des scènes autour de ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a demandé énormément de temps et qui a été assez difficile à équilibrer parce que comme c'est des mécaniques très cinématographiques, euh, d'une manœuvre à l'autre, de manière très basique, une manœuvre ça vaut 15 points d'expérience. En fait, euh, optimiser, enfin équilibrer les effets des manœuvres pour qu'il n'y ait pas des manœuvres qui soient trop game breaker et qu'il n'y ait pas des manœuvres qui soient que tu n'utilises jamais parce qu'elles sont trop situationnelles. Ça a demandé beaucoup de temps, voilà. Mais aujourd'hui, je suis fier même si je me dis des fois il y a des combos de personnages qui sont un petit peu pétés. En fait, ils seront pétés dans un environnement, dans une situation et ils galéreront
dans d'autres situations. Donc c'est comme ça qu'un personnage s'équilibre, quoi. Bien sûr qu'un pilote de la coalition dérivante, donc qui a choisi de vivre dans les îles volantes, qui a choisi la voie de l'aéros, donc du marin volant, quand il s'agit de piloter un aéronef dans le Stratos, il va lancer 7, 8, 9 dés parfois, ce qui est la fourchette haute, vraiment très très haute du nombre de dés que tu vas lancer. Et à chaque fois, il va faire des prouesses. Ouais, en même temps, il est né pour ça. C'est comme un Polynésien sur sa pirogue. Il est né pour ça. Il est c'est comme s'il avait des doigts palmés et qu'il essayait de nager, quoi. Il est en accord avec son écosystème. Par contre, le même personnage qui va négocier dans un comptoir marchand ou qui va devoir survivre au froid, là par contre, il va devoir énormément compter sur ses compagnons parce qu'il ne vaudra pas un coup dans cet environnement-là, il ne saura pas quoi faire et tout. Il va lancer 3D dans certaines situations. Donc faire un quadruple avec 3D, c'est compliqué. Faire un triple avec 3D, c'est difficile. Euh, donc voilà, en fait, c'est plus comme ça que ça s'équilibre, quoi. C'est sur cette idée de polyvalence. Ben, encore une fois, maintenant que tu es proche de la fin, est-ce que tu as déjà des envies pour une suite? Est-ce que tu as d'autres projets derrière la tête ou pour le moment tu te fais une petite pause vu que tu y as déjà consacré un certain temps? Alors franchement, là on est à 26 jours ou 25 jours du financement participatif au moment où on enregistre cette vidéo, donc au moment où on est en live là le 19 octobre. Le financement il sera lancé le 14 novembre sur Game On. Donc là, pour l'instant, je suis 100% focalisé sur Polescar, sur le montage du financement participatif, sur tout le modèle économique que j'ai développé, sur les différentes contreparties, les paliers, etc. pour offrir un beau projet. Ce que je veux, c'est proposer une précommande participative. Donc, à la fin du financement, tout soit quasiment prêt pour être envoyé en production pour livrer au printemps. Ça, c'est mon objectif numéro un. Mon objectif numéro 2, c'est de proposer un projet autonome. C'est-à-dire que dans Polescar, Polescar, c'est un livre de 320 pages. C'est rien d'autre. En fait, il n'y aura pas de supplément avec un livre. Tu sais, aujourd'hui, dans le jeu de rôle, ça fonctionne beaucoup en triptyque. Il y a le livre de base, le livre du bestiaire et le livre du meneur de jeu. Il y a beaucoup de jeux de rôle qui utilisent ce triptyque-là. Dans Polescar, ce sera un livre univers avec 320 pages. Vous aurez tout pour jouer. Et moi, l'idée, c'est que en 320 pages, j'ai essayé de présenter un univers, de développer un propos, des thématiques et de donner tous les outils pour faire un nombre d'expéditions euh, incalculable. Ça, c'est la base. Maintenant, dans le financement participatif, il y aura plein de choses. Il y aura un recueil de scénarios écrits par les membres de la communauté Discord. Il y aura un écran de meneur de jeu, une tour AD qui sera réalisée par un céramiste, des dés en bois gravés par un artisan menuisier. Il va y avoir plein de choses comme ça, plus tous les paliers qui vont être débloqués en cours de campagne et qui vont rajouter des scénarios, ce genre de choses. L'idée, c'est qu'à la fin du financement participatif, il y aura des livrets additionnels qui vont proposer des modes de jeu différents, des cadres de jeu différents, etc. Je ne sais pas jusqu'où ira le financement participatif. J'espère qu'il va fonctionner. Mais dans tous les cas, je serai là pour répondre à toutes les questions et pour comment dire, administrer la communauté qui aura été créée autour du financement participatif via le Discord ou quoi. Mais l'idée, c'est que sauf si la communauté le demande, Polescar, il n'y aura pas de suite. Ça s'arrêtera là, vous aurez tout pour jouer. Ça, c'est la première chose. Après, moi, pour créer Polescar, pour porter Polescar, j'ai créé une micro-entreprise. Et cette micro-entreprise, je me laisse le champ libre pour développer des idées que j'ai en tête pour après Polescar. Ce sera, je pense, après, de toute manière, après la livraison du jeu, bien après, quoi. Potentiellement fin 2023 ou début 2024, quoi. Mais j'aimerais bien proposer des petits jeux
de rôle, si on peut dire, euh, complètement centré sur la narration partagée, sans meneur de jeu. En fait, j'aimerais proposer des petits jeux concept dans différents univers, des univers très atypiques, soit issus de licences de jeux vidéo indés. Ça reste dans les bacs, mais voilà, des jeux qui ont plutôt bien marché dans le milieu du jeu de vidéo indé que j'aimerais adapter en jeu de rôle sans MJ. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir un peu des espèces de livres dont vous êtes le héros, mais très petits, des formats de jeux très très petits, des livrets quoi, où en gros, tu as un petit livret et tu prends ce livret-là et pendant une soirée, tu vas vivre une aventure avec les autres joueurs et tu vas te laisser guider par le livret. Et c'est toi qui vas amener beaucoup d'histoires, etc. J'aimerais bien développer ça, mais là pour l'instant, on est focalisé sur Polescar, donc et potentiellement, il n'y aura pas de projet si Polescar ne marche pas. Tu parlais précédemment, il semble que tu joues régulièrement avec des enfants au jeu de rôle. Du coup, ben, est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies plus particulièrement? Alors, j'apprécie énormément jouer avec des enfants, pas forcément qu'au jeu de rôle d'ailleurs, au Lego ou au Playmobil, quand même des choses qui, pas forcément au foot. Voilà, je préfère jouer avec des enfants à des jeux de construction, soit des constructions d'histoire, soit des constructions d'objets. Euh, Ça, je pense, que ça fait partie de ma personnalité. J'ai deux petites sœurs, j'ai un enfant de 2 ans et demi, donc forcément c'est ancré dans mon quotidien. Maintenant, jouer au jeu de rôle avec des enfants, je trouve que c'est génial parce que ils sont d'une richesse d'imagination. En fait, ils passent leur temps à lire ou regarder des histoires. Des dessins animés, des films d'animation, des BD, des romans graphiques d'aventure, machin. Et donc du coup, ce que je disais tout à l'heure sur les mécaniques de voyage où un joueur va dire, ah putain, j'ai dans une BD là, en fait ils sont dans une caverne et il se passe ça, c'est super original, vas-y, je vais le jouer en imprévu. Les, les, les enfants, quand ils ont 10 11 ans, au moment où tu leur dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça fourmille d'idées dans leur esprit et ils ont des idées d'une fraîcheur euh, extrême qui sont souvent, en plus, ils tapent énormément juste dans l'univers de Polescar ou au contraire, ils prennent à contre-pied l'univers de Polescar parce que ils s'en foutent et ils disent non mais vas-y c'est stylé et on fait ça quoi. Et donc du coup j'adore jouer avec des enfants pour leur fraîcheur et pour le côté on s'émancipe des règles, du cadre, voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est tout simplement, quand tu es rôliste, au début, t'as pas d'enfant. Et puis après, dans ta vie, tu as des enfants, mais tu es toujours rôliste. Et pouvoir jouer au jeu de rôle avec tes enfants, c'est quand même s'assurer le fait de tout simplement pouvoir jouer au jeu de rôle parce que tes enfants, ils sont tout le temps avec toi. Et du coup, si tu ne leur donnes pas le goût du jeu de rôle assez tôt, alors 2 ans et demi, mon fils, on n'est pas là-dedans, hein. Il aime bien lancer des dés, mais plus pour le bruit que ça fait. Euh, mais par contre, quand ils ont 7 8 9 ans, qui commencent à avoir les graines, parce qu'ils les voient à l'école, en fait, de la structure narrative, tu vois, en cinquième, on étudie je faisais du soutien scolaire de français, par exemple, en cinquième, on étudie la structure narrative donc situation initiale, élément déclencheur, péripétie, élément de résolution, situation finale. Ça, c'est un scénario de jeu de rôle, c'est un scénario de film, c'est un scénario de roman, c'est tout ce que tu veux. Et du coup, quand un enfant il apprend ça, ou qu'il lit ses premiers livres, il comprend qu'il est le héros ou qu'il y a des personnages méchants, des personnages gentils, donc des protagonistes, des antagonistes. Et du coup, c'est facile de faire du jeu de rôle avec lui. Et, et du coup, c'est pour ça que quand j'ai créé Polescar, je voulais un jeu de rôle qui ne soit pas violent. C'est un monde rude, mais les gens qui me font un retour sur le jeu, soit sur l'univers via le kit de découverte, soit sur les dessins, c'est le côté feel good. C'est-à-dire que c'est
un environnement, c'est un univers qui est rude, et c'est pas dark. C'est pas sombre, il n'y a pas de magie noire, de nécromancien, de mort-vivant, de tout ce que tu veux, ou d'empire méchant, quoi. On est plus sur un truc de. C'est des gens comme nous qui essaient de survivre dans une nature un petit peu plus rude. Et ça, les enfants, ils peuvent très très bien le comprendre. Et il y a beaucoup d'expéditions. Moi, ce que j'aime bien dire quand je joue une expédition en convention, c'est de leur dire, vous avez vu, on a joué 4 heures, on n'a pas tiré un seul coup de feu, et nos sabres, ils sont tous restés gentiment dans leur fourreau. Et pourtant, on a vécu des aventures de ouf. Et le combat, il n'est pas du tout nécessaire. Et en fait, les enfants, ils vont pas naturellement vers le combat, ils vont plus essayer d'utiliser des moyens détournés pour résoudre les conflits ou les péripéties. Et du coup, c'est pour ça que là, je suis en train de travailler sur une version de Polescar adaptée aux enfants, qui s'appellera Polskid. Voilà, voilà, Polskid, le jeu des petites expéditions. Et l'idée, c'est de créer un module qui soit 100% compatible à Polescar, soit pour pouvoir jouer entièrement avec une table d'enfant, et un papa t'organise un goûter d'anniversaire, il y a ton fils, ta fille et ses 3 copains, bah, tu leur proposes un scénario de Polescar, mais avec des feuilles de personnages pour eux et où ils jouent des enfants qui doivent aller saboter un véhicule pour que la compagnie de leurs parents puisse partir en expédition sans avoir de concurrents ou pour aller délivrer un message super important, voilà ce genre de choses, des petites expéditions à l'échelle des enfants. Ou alors, Polskit servira aussi pour que, au sein d'une table de jeu, admettons, il y a 3 adultes et puis il y a un enfant de 12 ans qui participe au jeu, qu'il ait une fiche de personnage qui lui permette d'utiliser les mêmes mécaniques que les autres, que, que les adultes, mais avec une feuille de personnage beaucoup plus simple, beaucoup plus épurée, pour qu'en fait, il ne soit pas saturé d'informations et que une feuille de personnage dans Polescar, c'est une double page, que lui, il est tout sur une page avec des petites aides de jeu qui lui expliquent de manière plus simple. Pour lancer les dés, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Pour utiliser ta compétence, tu peux faire comme ça. Voilà. Ça, ce sera un des 3 livrets qui viendront faire un module à intégrer à Polescar, quoi. Eh ben écoute, je crois que j'en ai fini avec mes questions. Est-ce que tu as un mot de la fin? Jouer à Polescar? Non. Un mot de la fin. Selon le moment où sort cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la page de financement participatif. On vous a préparé plein de belles surprises. Si la page de financement n'est pas. Et on a essayé de s'adapter à tous les budgets. Si la page de financement n'est pas encore en live, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet qui se veut riche et qui est un peu un tremplin dans l'ambiance de Polescar, ou à rejoindre notre Discord. On est maintenant 60, donc c'est quand même pas mal, mais on est une petite communauté, ce qui fait qu'il n'y a pas des notifications toutes les 10 secondes. Ça reste assez bonne ambiance, et moi je, je réponds à toutes les questions, j'organise des parties découvertes et tout. Donc, par rapport à Polescar, ça c'est mon mot de la fin. Et par rapport à cette interview en général, merci à toi d'avoir pris ce précieux temps pour me poser toutes tes questions, questions super intéressantes et ce format libre antenne où tu peux développer plus d'aspects personnels. Et pour les viewers qui nous regardent, franchement, faites du jeu de rôle parce que pour moi, c'est le jeu de demain en fait. Dans le jeu d'après-demain même, quand on vivra en petite communauté autonome, low-tech, sans énergie, sans écran, etc. On reviendra à l'importance de se raconter des histoires, au compteur, au coin du feu. Et le jeu de rôle, ce sera le média parfait pour faire ça, quoi. Donc jouer au jeu de rôle, partager le jeu de rôle, voilà. Ben écoute, merci beaucoup Enzo pour cette interview. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous retrouverez probablement les liens pour le site, le financement et tout ça dans la description si je n'oublie pas de le faire. Donc je ne garantis rien. Mais en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous dis à la prochaine. Salut!